2 semaines après, Covid. Et donc là, du jour au lendemain, santé mentale fait la une du Monde. C'est quoi les éléments que tu vois qui favorisent justement ces dérapages où le CEO il va très bien, il fait plein de choses, puis à un moment il s'effondre? Je suis sûr que tu as des insights là-dessus. Au Brésil, c'est normal de raconter à la cantine avec tes collègues que t'es allé voir un psy pour parler de tes problèmes d'impuissance avec ta femme. Équilibre pro-perso, moi je déteste ce terme parce que c'est un peu une balance constamment instable. Moi j'aime beaucoup plus la notion d'harmonie. En gros, aujourd'hui en France, tu prends plus soin de ta bagnole que ta santé mentale. Quand t'as des petits voyants qui s'allument sur ton compteur, t'es en mode oh putain, c'est quoi ce truc? Tu t'arrêtes, tu regardes tout ton capot, machin. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Étienne Bidon, cofondateur et CEO de Mocaker. Bienvenue. Salut Pierre-Étienne. Salut. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est un peu plus d'actualité ces derniers temps, mais qui est la santé mentale dans les entreprises. Donc c'est un sujet qui est intéressant, on va le creuser notamment dans l'Scale parce que c'est pas quelque chose qui se touche facilement et du coup il faut arriver à l'appréhender avec ses propres clients. Et c'est un challenge qu'a relevé Mocaker justement et qui accompagne en fait des très grosses sociétés. Et pour en citer quelques-unes, L'Oréal, Engie et Doctolib, donc ça c'est le petit clin d'œil santé, même Doctolib a besoin d'aide en santé mentale, dans en fait tout cet aspect prévention, accompagnement des salariés, donc pour évidemment éviter de se retrouver dans une situation inconfortable d'un point de vue santé mentale. Et l'idée c'est que tout cet attrait de cette entreprise, elle est incarnée par toi, qui est en plus, par ailleurs, quelqu'un qui fait attention à ta santé mentale et qui fait attention à ton physique, à ton sport et à ton bien-être. Et donc, on est ravis de t'accueillir pour parler avec toi de tout ça. Peut-être tu donnes des conseils à Juju, d'ailleurs. Oui, voilà. Je me permettrai pas. Bah, on peut. Non, mais il est en burn-out, là, faut y aller. Ouais, un peu tout le temps. Et du coup, donc il y a 3 parties dans le podcast. Le 0 to 1, où on va raconter les débuts, comment on se retrouve à s'intéresser à ce sujet-là. Et la partie scale, derrière, on va creuser 2 points précis avec Aymeric. Et enfin, le next game, quel est-il? On sera ravis d'en parler avec toi. Voilà. Comment on se retrouve à adresser ce problème-là, en fait, en tant qu'entrepreneur? Et comment tu sens que ça marche au bout d'un moment? Écoute, la première étape, je pense qu'elle a été basée sur l'intérêt et le plaisir du sujet. C'est vraiment la première thématique qui nous a guidés, c'est de se dire, c'est un sujet qui n'était pas du tout sexy à l'époque, personne n'en parlait. Petite anecdote, quand je démissionne de ma boîte précédente. Donc avant, tu étais salarié? J'étais salarié dans un gros cabinet de conseil. Ah. Et on me dit, un associé avec qui je m'entends très bien me dit, pourtant t'étais bon, pourquoi tu travailles là-dessus? Et en fait, c'était une thématique qui, à titre perso, m'intéressait beaucoup parce que j'avais eu un père qui était atteint d'une maladie mentale. Et donc, j'avais cette espèce de quête de mieux comprendre le sujet. La deuxième chose, c'est que je faisais beaucoup de sport. Et dans le sport, c'était quelque chose qui m'aidait énormément, des exercices de visualisation. Du triathlon, du kitesurf et du parapente. D'accord. Triathlon gros niveau. Triathlon gros niveau? Non, gros niveau. Ah, je voyais pas la blague. Niveau correct. Niveau correct. Pas un petit Ironman. Non, c'est trop longue distance, trop d'entraînement, tu vois. Même là encore en ce moment, je suis entre 4 et 5 entraînements par semaine et ça demanderait encore plus. Et le troisième pilier, en fait, dans la boîte dans laquelle je bossais, j'accompagnais beaucoup de directions RH et je voyais qu'ils avaient tous le même problème, à savoir, on a de plus en plus de burn-out et on sait pas les gérer. Et il y avait que des solutions en curatif. Très souvent, des lignes d'écoute que t'appelais, je sais pas si vous avez sûrement vu Le Père Noël est une ordure, c'est un peu le même délire. Oui. T'appelles ça en dernier recours et en fait, c'est très tabou, personne ne l'utilise, quoi. Ouais, tu vois, t'as 1% d'usage en moyenne dans les boîtes. Donc, si tu peux juste l'expliquer pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est un arrêt complet de ton corps qui fait que, en gros, tu peux plus te lever le matin tellement t'as un niveau de stress qui est important. D'accord. Et donc on est en 2019 et on commence à poser les premières briques. Et effectivement, la première question que tu poses, c'est la bonne, c'est ok, on a une très grosse conviction, mais est-ce qu'il y a un marché? Donc ce qu'on fait, c'est qu'en 3 semaines, on crée un premier produit en no-code. Je sais que c'est un sujet que vous avez exploré chez Théode. Et on voulait très très vite en fait, juste savoir est-ce qu'on allait réussir à générer de l'argent avec ça, parce qu'en fait c'est cool d'avoir une... C'était quoi la vision produit du début? La vision produit était très simple, c'est favoriser la bonne rencontre avec le bon psy. En fait, c'est très dur. Je sais pas si t'as déjà consulté un psy, mais tu vois, faire la différence entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychopraticien, t'en as plein. Au sein des psychologues, t'as plein d'approches différentes. Tu faisais la métaphore sur Doctolib, mais pourquoi Doctolib travaille avec nous aujourd'hui alors qu'ils ont plein de psys? C'est exactement pour ça, en fait. Comment on met entre les mains de la bonne personne. C'est très dur de sélectionner quelqu'un. Super dur. Et la deuxième étape, c'était d'avoir des recommandations de contenu personnalisé. Donc, vision produit très très simple au départ. Et donc, en 3 semaines, on crée un premier produit. Et 2 semaines après, Covid. Et donc là, du jour au lendemain, santé mentale fait la une du Monde. Et donc là, grosse éducation sur le sujet, on signe nos premiers clients et en 3 mois, on fait un peu plus de 30 000 € de revenus récurrents mensuels. Toujours en no-code? Toujours en no-code, à 2.
Et donc on se dit, bon, ok, on n'est pas complètement à côté de la plaque. Et là, on commence à structurer la plateforme tech, à basculer d'une plateforme no-code à une plateforme qui est beaucoup plus robuste maintenant. Voilà les premières briques. Donc, très clair. Et au début, du coup, les premiers clients, c'est qui ça intéresse qui? Comment tu vas les attraper? Comment tu les aider? Écoute, les tout premiers clients, c'est des scale-up. Au tout départ. En fait, on va parler après du sujet primo-équipement, mais c'est justement des boîtes qui sont prêtes à innover sur un sujet qui n'existait pas auparavant. Premier point. Deuxième point, c'est des boîtes qui ont à l'époque une politique de recrutement ultra agressive, qui recrutait plusieurs de centaines de personnes par quarter, et donc qui avait cette logique de dire « je veux la promesse employeur la plus béton possible pour aller vite ». Tu vois, c'est comme en Formule 1, le plus tu vas vite, le plus tu as intérêt à avoir des gens de très très haut niveau et bien dans leur tête, parce que sinon tu te prends le mur, quoi. Donc c'était nos 10 premiers clients, c'était effectivement beaucoup des scale-up, et ça a beaucoup évolué depuis. Et comment tu te rends compte qu'il y a un usage? Parce que tu disais justement, ce qu'il y avait jusqu'à présent, c'était très peu utilisé, enfin c'était des lignes, etc. Comment tu mesures cet usage? Comment tu te rends compte qu'il y a, au-delà de la proposition, tu vois, parce que ça peut être dans le package de bienvenue, voilà, vous avez ça, et quand tu t'aperçois que les gens l'utilisent, que derrière c'est utile, etc. Et écoute, aujourd'hui, on a 5 niveaux de mesure d'usage. La première, c'est ce qu'on appelle l'activation. Dans quelle mesure je crée un compte sur une application. La deuxième, c'est l'engagement. Dans quelle mesure je réalise une activité engageante. Celui qui crée le compte, que je comprenne bien, c'est le salarié de l'entreprise. D'accord. L'engagement, c'est-à-dire est-ce que j'ai une activité engageante au moins tous les 3 mois. Donc ça peut être une session avec un psy, ça peut être consulter un contenu du début à la fin. Troisième, c'est nos power users. Donc c'est les gens qui consultent minimum 3 activités engageantes tous les mois. Quatrième, on a un espace RH aussi. Je pourrais peut-être vous présenter rapidement le produit après, mais on a un espace RH que les DRH aujourd'hui consultent à 52% toutes les semaines. Et les derniers, c'est les consultations de psy qu'on vient vraiment regarder. Donc là, on a 14% de notre base. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 000 utilisateurs actifs mensuels. 14% de notre base qui, justement, vont faire des consultations avec des psys. Est-ce qu'ils passent par une visio sur la plateforme? Visio ou physique. On a des praticiens dans 17 pays. En tout cas, t'as la donnée, t'arrives à la tracer, quoi. Ouais, exactement. Et c'est d'ailleurs une grosse partie aujourd'hui de notre proposition de valeur qu'on n'avait pas au départ. Ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est comment on aide une boîte à avoir une visibilité beaucoup plus fine sur ses risques. De se dire, je suis L'Oréal dans ma filiale dans tel pays. J'observe que le sujet de la parentalité est vraiment un sujet très prégnant. Comment je peux prévenir de façon beaucoup plus spécifique? C'est cool. Tu peux nous parler peut-être un peu du produit, parce que c'est et du business model en même temps pour nos auditeurs, comme ça permettra de comprendre. Donc en gros, ce qu'on comprend, c'est que tu as été voir des scale-up ou des grosses sociétés que tu mentionnais, Julien. Qu'est-ce que tu vends et comment tu leur vends? Alors on a compris qu'il y avait une application, mais du coup c'est pas mal si tu reviens sur le business model. Et puis même après la key features du produit que tu as mis au début, quoi, le petit ingrédient magique. Moi je suis assez curieux. Et écoute, aujourd'hui on a à la fois un accompagnement digital sous forme d'un SaaS et humain sous forme de prestation de conseil. Les produits digitaux, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est une application digitale classique qui te permet d'avoir des programmes personnalisés d'accompagnement pour ton mental, à la fois par des contenus et par des sessions avec des psys. Le deuxième, c'est une application Teams et Slack, donc qui s'intègre directement dans ton espace de travail, qui fait du micro-learning et qui vient te former en 4 minutes par semaine sur des situations concrètes. Par exemple, il te dit, Julien, est-ce que tu connais ton point commun avec Roger Federer? Je pense qu'au tennis, on est assez équivalents. Il répond au golf, j'ai rigolé. Non, je ne sais pas. Et il te dit justement, comme Roger Federer, t'as aussi une santé mentale et t'as aussi du stress. Et Roger Federer, il a des techniques extrêmement impactantes pour le gérer, notamment entre les matchs. Comment tu fais pour décompresser le soir? Et derrière, je te donne des petites techniques ultra concrètes en moins de 4 minutes. Okay. Et le troisième produit, c'est un produit qui est à destination des RH, qui vient prendre les données des 2 premiers produits de façon complètement confidentielle et agrégée pour faire des recommandations de prévention très très ciblées. Donc ça, c'est sur la partie produit. Et autour de ça, on a des prestations de conseil plus traditionnelles de type audit des risques psychosociaux. Donc on vient en entreprise pour regarder ce qui se passe. Prestations de conseil de mise en place de plans de prévention spécifiques quant à des transformations d'orgas, que ce soit du M&A, que ce soit des PSE, donc réduction ou augmentation d'effectifs. Donc ça, c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui? On a un peu plus de 400 clients maintenant, donc on peut considérer que ça commence effectivement. Attends, je vais juste faire un petit point sur le produit que tu as créé. Donc, c'était quoi un peu la grosse key feature au début qui a commencé à vraiment bien fonctionner? C'était l'orientation. En fait, la principale difficulté qu'avaient nos utilisateurs finaux, c'était que c'était super dur de trouver le bon psy. Et donc, ce qui se passait, c'est que tu repoussais toujours cette action d'aller voir quelqu'un et in fine, tu étais en arrêt maladie. Donc, ça impactait le PNL des boîtes. Et ça impactait personnellement les collaborateurs. Et comment tu l'as craqué, cette orientation? Enfin, tu vas peut-être en parler, non? Je crois pas. On a développé en fait une méthodologie propriétaire qui est basée sur pas mal d'analyses psychologiques qui sont très connues à l'échelle mondiale,
Mais la principale force, en fait, on vient intégrer des critères qui sont très spécifiques à la psychologie et qui nous permettent de rediriger vers une approche ou une autre. Pour faire très simple, il y a des thérapies brèves, des thérapies d'orientation psychanalytique. En fonction de ce que tu nous dis, on va être capable de comprendre ce qui va être le plus efficace pour toi. 2, on vient prendre en compte tout ce qui est non-verbal directement, ou en tout cas pas directement concerné par les mots. Par exemple, est-ce que tu te mets à pleurer dans cet appel d'orientation qu'on fait avec toi au départ ? Oui, non. Est-ce que tu répètes plusieurs fois la même chose ? Tu vois, quel est le niveau de sérénité que tu as en ce moment ? Si tu commences à répéter 15 fois la même chose, on se dit, bon, ok, il y a un petit truc. Et la troisième chose, c'est des critères beaucoup plus... ça va te faire un peu Tinder peut-être, mais tu vois, est-ce que tu préfères voir un homme, une femme, quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux ? Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'alliance thérapeutique. C'est dans quelle mesure tu te sens à l'aise avec la personne que tu rencontres ou pas. Ouais, on peut peut-être passer après justement un point qu'on voulait creuser avec toi. Donc, ce qu'on comprend et la particularité, c'est qu'à la fois... le service et l'app que tu proposes, elles sont pour les employés, donc pour le bénéfice des employés. Mais du coup, il y a aussi tout un gros volet qui est pour les DRH parce que ça leur permet de donner de l'insight. Ils ont des informations sur la vie au sein de la société. Et du coup, tu le disais, t'es quand même un marché de primo équipement. En fait, aujourd'hui, les DRH, elles avaient pas ça. C'est un truc nouveau pour eux. Et donc, on aime bien aller creuser comment une boîte qui est un peu innovante, un peu disruptive, elle arrive à convaincre des DRH qui sont super établis. Ça fait des générations qui bossent de la même façon. Et il y a souvent la tentation pour le DRH de dire pourquoi je prendrais un risque, quoi ? Pourquoi aller prendre ça alors qu'en fait, je vais chercher une grosse marque, je vais chercher un gros truc. Moi, ce que je veux, c'est pas de vague. Comment on arrive à leur montrer que derrière, il va y avoir un intérêt pour eux ? Parce que j'imagine qu'une fois qu'ils ont tous leurs KPIs et tout, ils sont super addicts. Mais comment on fait ça ? Écoute, déjà, il y a un truc super important dans ce que tu as dit, c'est nos clients, c'est les directions RH. C'est pas les utilisateurs finaux. Enfin, on est une boîte vraiment B2B2C. Donc oui, on adresse les collaborateurs d'une entreprise, mais on veut pas du tout devenir un perks ou un benefit. Vraiment, c'est important de craquer une problématique business. Et donc, une fois qu'on s'est posé cette question-là, effectivement, ce qui permet déjà la première étape, c'est de te dire sur quelle ligne du PNL tu vas intervenir, en fait. Et autant il y a 10 ans, la thématique de l'absentéisme et du sous-engagement était une thématique assez annexe, autant aujourd'hui, tu vois, on a des gros clients industriels qui ont créé ce qu'on appelle une direction de la résilience, dans lequel ils intègrent à la fois tout ce qui est supply chain et approvisionnement en matières premières, et résilience collaborateur, pour pas qu'il y ait du craquage sur la ligne de montage, parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, que ça avait un impact industriel majeur. C'est quoi la résilience ? C'est-à-dire qu'il faut pas que la chaîne pète, quoi. Ouais, exactement. C'est la capacité d'un objet à se déformer, en gros. Ah ouais. Donc quel que soit cet objet. Et ça va au-delà de l'absentéisme. Du coup, c'est exactement. Un peu de productivité, comment exactement. Ils sont... Ouais, d'accord. Et tu vois, ça s'adresse aussi à des directions retail. Une grosse marque de luxe, elle est très capable de savoir si ton vendeur, il se présente pas en magasin le matin, tu sais exactement quelle perte de chiffre d'affaires tu vas avoir. T'es directeur commercial dans un gros cabinet de conseil, tu sais exactement ce que ça coûte sur tes objectifs d'avoir un sales qui est en arrêt maladie. Donc, une fois qu'on a réussi à lier ça avec des indicateurs business, c'est la première étape. La deuxième étape, quand tu es sur du primo équipement, c'est de se dire comment tu crées une marque forte. Parce que comme tu l'as dit, en fait, a priori, sur du primo équipement, tu n'as aucun intérêt à bouger. Tu vas plus prendre de risques qu'autre chose. Et deuxièmement, tu as quand même déjà beaucoup de taf. Donc, qu'est-ce que tu vas t'ajouter du boulot supplémentaire ? Et tu vois, je le dis, on est un petit comité, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on a été confronté à ça au début. Surtout dans beaucoup de grands groupes, on était confronté à des interlocuteurs qui nous disaient, mais j'ai pas envie de plus taffer, quoi. Et tu vas me rajouter... Enfin, ils nous le disaient pas comme ça, mais on le comprenait, quoi. Donc, quand tu crées une marque forte, tu sécurises la personne. Et ça, on l'avait appris dans nos expériences pro précédentes. Pourquoi on choisissait de bosser avec le cabinet de conseil dans lequel je bossais ? Aussi parce que tu avais une marque très forte. Et donc, en tant que direction générale, direction financière, direction de ce que tu veux... C'est un tampon. Exactement. Tu disais, en fait, j'ai bossé avec les meilleurs. Donc, si même les meilleurs se sont plantés dans leur reco, ça veut dire que c'était incraquable. Ouais, moi, je prends pas de risque. Voilà. Donc, nous, en fait, on a travaillé vraiment dès le départ sur construire une marque très, très forte pour sécuriser nos acheteurs. On peut faire un petit focus là-dessus quand tu dis construire une marque très forte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous, ce qu'on a mis en place, je pense pas qu'il y ait de vérité là-dessus, mais ce qu'on a mis en place, c'est s'appuyer sur une communauté d'experts reconnus sur le sujet. Donc, on allait voir les très grands DRH, on cherchait à les convaincre pour que derrière, ils prennent la parole à nos côtés. Premier point. Deuxième point, constituer un comité, nous, en l'occurrence scientifique, parce qu'on travaille sur une matière scientifique, qui est très reconnue pour gagner directement en expertise, encore une fois, là-dessus. Donc, tu as pris les top guns du domaine, quoi. Ouais, on allait chercher, tu vois, un très grand chercheur au CNRS sur les sujets d'apprentissage. C'est grâce à lui qu'on a développé notre outil de micro-learning. On est vraiment, comme tu dis, les top guns, quoi. Et ça, c'est vraiment important parce que t'es pas tout seul, t'es pas juste l'entrepreneur. En fait, tu bénéficies de tout un track record autour de toi. Et le dernier, mais ça, tu le gagnes avec le temps,
c'est les meilleurs commerciaux, c'est tes premiers clients. C'est ceux qui viennent te dire, bah, en fait, je sais que c'est du prime équipement, mais en fait, l'impact, il a été massif, donc vas-y, bosse avec eux. Et après, tu crées un effet boule de neige, mais effectivement, ça prend du temps. Ouais, quelque part, tu pars sans avoir une réputation et tu te baques sur la réputation des experts qui sont à côté de toi. Tu construis une légitimité super puissante, quoi. Et ça, derrière, une fois que tu as fait ce premier truc, en fait, t'as 1 ou 2 gros DRH, la façon dont comment ils utilisent ces KPIs, tu sens qu'il y a un basculement dans l'utilisation de ces insights et tu sens qu'ils pilotent différemment. Tu sens que au-delà d'éviter le burn-out ou surtout qu'il y ait un taux d'absentéisme, tu sens que ça leur donne envie d'aller mesurer ça et de faire progresser les organisations. Tu sens qu'ils ont basculé là-dessus. Alors non seulement ils ont basculé, mais maintenant tu as de plus en plus de contraintes qui sont imposées, notamment par les réglementations européennes, sur tout ce qui est notation extra-financière. Donc pour tous les très grands groupes aujourd'hui, c'est devenu une priorité business qui a un impact sur leur cours de bourse. C'est obligatoire, quoi. C'est obligatoire. Au même titre que tout un tas de sujets que sont l'écologie, etc. Et donc oui, ils sont obligés maintenant de l'utiliser à minima pour les très grands groupes. Et c'est en train de se basculer sur le TI, les SMB, et voilà, exactement. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième, on est sur un projet, notamment sur des RH, où en fait, ils sont contents de le communiquer. Et tu vois, cet aspect, nous, on l'avait beaucoup sous-estimé au départ, mais juste se dire, quand t'es DRH, a priori, t'étais assez peu considéré à l'époque dans un COMEX, c'est moins le cas aujourd'hui, mais t'étais assez peu considéré. Tu lançais globalement que des trucs pas très intéressants, des solutions de paye, des SIRH, enfin des choses où en fait le collaborateur lambda, ça lui apportait pas de valeur. Non, t'avais un peu la formation, t'avais un peu le truc quand il parlait un peu de formation. T'avais un peu la formation, exactement. Mais encore, tu vois, les outils de formation, le e-learning, tu vas parler au collaborateur lambda, c'est juste un truc en plus dans son agenda et il prend pas le temps de le faire. Alors que là, quand t'annonces quelque chose qui est, on va travailler sur votre santé mentale pour que vous vous sentiez bien, là, tu transformes ta promesse employeur, quoi. Et donc, ton bénéfice émotionnel en tant que direction RH, il est très fort. Donc ça a été une manière de voir le KPI. Et tu vois, on posait une question parce que la crainte au départ qu'ils avaient, c'est peut-être que mes collaborateurs vont flipper quand je vais mettre ça en place. Ils vont se dire, attends, mais ils vont fliquer en plus. Ouais, voilà. Ils vont fliquer, machin, etc. Même le mot, il fait flipper, quoi. Ouais, exactement. Le mot fait flipper. Ça veut dire qu'on a des problèmes, qu'on va pas bien, voilà. Et donc, on a posé une question qui était, dans quelle mesure vous pensez que Moka a une initiative positive lancée par votre entreprise? 98% des gens répondent 5 sur 5. Donc là, tu vois, on leur a démontré ça. Donc ça, c'est la deuxième manière d'utiliser les KPI. Et la troisième, effectivement, là où beaucoup d'entreprises viennent utiliser les KPI par la moyenne, grâce à ma solution, je te fais économiser X milliers d'euros par mois. Nous, on a fait un choix qui a été de travailler plus sur les extrêmes. De dire aujourd'hui, le coût d'un arrêt maladie pour burn-out, par exemple, on est capable de l'estimer assez finement. En moyenne, c'est 6 mois de salaire chargé. Tu vois, entre l'avant-arrêt maladie, etc. Et un burn-out, ça veut dire à peu près 6 mois d'arrêt maladie. T'as dit quoi? Pardon, c'est pas neutre. Non, je dis ouais, c'est pas neutre du tout. C'est pas neutre du tout. Sur des gros salaires, ouais. Et donc, justement, ce qu'on est en capacité de dire aujourd'hui, c'est, ne serait-ce que si, sur une population de 1000 personnes, on t'économise un burn-out, entre guillemets, Moka est rentable. Donc, la promesse, elle est beaucoup plus par les extrêmes que par la moyenne. Donc, voilà un peu comment. Les extrêmes, ça veut dire que. Ça veut dire si je t'économise un burn-out, la solution est rentable beaucoup plus que sur ta population globale, je te fais gagner en moyenne X euros par mois. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un ratio très fort, ça. Tu dis que tes clients, c'est les DRH. Comment tu gères la problématique de confidentialité de l'information que les salariés vont fournir, donc la confiance que tu crées avec ton public? Parce que c'est des données très personnelles et en fait, tu as des entreprises où les gens peuvent se dire attends, si je déclare que je vais pas bien, ça peut me jouer des tours, tu vois. Donc, ta question est super intéressante parce que du coup, on a travaillé sur deux sujets. On a travaillé sur la confidentialité et sur la perception de confidentialité, qui sont deux choses complètement différentes. La confidentialité, plein de boîtes tech, les sondages, les enquêtes, la garantissent. Tu vois, ta tech peut garantir une confidentialité. Tu peux crypter tes données. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Par contre, on le voit par exemple dans les solutions de Pulse ou d'enquête, les collaborateurs, quand tu leur demandes est-ce que c'est confidentiel, il y en a plein qui te répondent non, franchement, je suis fliqué par ma DRH, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur la perception de confidentialité. Et ça passe par plein de leviers. Le premier levier, c'est on fait toujours un lancement dans les boîtes pour lesquelles on travaille. On prend la parole et on explique, on ouvre le capot en fait. On montre aux collaborateurs, voilà exactement ce à quoi va avoir accès votre DRH. On montre les choses, on a beaucoup de transparence. La deuxième chose, on prend très peu de données en fait. Très peu de données de façon individuelle. On va prendre des données d'usage, mais qu'on est incapable de rassocier à une personne donnée. Donc voilà comment on travaille. Mais c'est vraiment les deux choses sont très importantes. Et le troisième pilier, c'est en fait juste de rendre le sujet positif. Tu vois, par exemple, si tu te fais fliquer, est-ce que tu vas déjeuner le midi?
priori, que ce soit oui ou non, tu t'en fous que la réponse soit partagée à tes DRH. Bah là, c'est pareil, en fait. On est en train de transformer la vision de la santé mentale pour que ce soit, tu vois, si ta DRH sait que t'es allé faire un footing, va plutôt te dire, ou il va plutôt te dire, bah, bravo, c'est bien, ou voilà. On est en train de travailler sur la perception pour que ce soit quelque chose de tout à fait normal. Et que tu sois plus obligé de te dire, attends, il faut que ce soit secret que j'aille voir un psy, quoi. Le deuxième sujet que j'ai envie de creuser, et je suis très content de pouvoir le creuser parce que c'est un sujet qu'on a, je pense, quasiment jamais abordé et pourtant qui est très clé. C'est la santé mentale du CEO et qui est un point clé pour ce qu'elle est. Et on le voit bien d'ailleurs quand moi qui suis investisseur, quand on investit aux côtés d'entrepreneurs, on a évidemment le projet, l'équipe, etc. Mais tu te demandes toujours est-ce que le CEO il va pas nous faire un burn-out et donc comment on aborde ça et pour toi, les enjeux de craquage des CEO, c'est évidemment, on imagine tous un peu le surmenage, qu'on a plein de choses à faire, etc. Mais qu'est-ce que tu as relevé? C'est quoi les éléments que tu vois qui favorisent justement ces dérapages où le CEO, il va très bien, il fait plein de choses, puis à un moment, il s'effondre. Et comment le pallier aussi, c'est bien d'avoir 2-3 tips de solutions. Ouais. Je suis sûr que tu as des insights là-dessus. Écoute, ouais, bien sûr, c'est une question qui me passionne. Enfin, tu vois, c'est une question qui nous obsède au quotidien, donc avec plaisir pour partager là-dessus. On l'a envisagé à la fois d'un point de vue individuel, tu vois, au niveau du ou de la CEO, comment il ou elle prend soin de sa santé mentale pour tenir sur la durée, mais aussi collectif. Collectif, j'entends majoritairement l'association. Parce que c'est la principale cause d'échec des startups scale-up, des bisbilles entre associés. Et donc, comment tu viens travailler quasiment comme dans un couple, en fait, cette espèce de fusion mentale qui fonctionne bien, quoi. Au niveau individuel, déjà, ce qu'on a pu observer... Moi, je fais juste un focus. C'est-à-dire que tu dis la première source de burn-out, c'est une mauvaise relation avec son associé. C'est dingue, ça. Ouais, première cause de fail, d'échec des entreprises. Ouais. Oui, ok, ça, c'est clair. Et surtout, tu vois, on l'observe, moi je l'observe de façon assez cocasse. Tu vois énormément, par exemple, de posts d'entrepreneurs qui disent, bon, j'ai fermé ma boîte, voilà ce que j'apprends, etc. Mais avant de dire, j'ai fermé ma boîte, voilà ce que j'apprends, c'est comment t'aurais pu ne pas fermer ta boîte, en fait. Parce que on sait très bien que ce qui fait que tu réussis une boîte, c'est tenir sur le temps, et tu vas changer potentiellement 10 fois d'approche, c'est comment tu rebondis, en fait. Et donc, t'as fermé ta boîte, t'as appris. Décisions, surtout. Exactement. Et du coup, t'as des insights là-dessus sur justement de la gestion avant d'arriver de la gestion au conflit, de la gestion de divergence, tu vois, des dirigeants, ça commence souvent comme ça, t'as pas forcément la même approche, etc. Et puis la situation, elle s'empire, jusqu'à un moment arriver à cristalliser, et puis du coup, c'est le divorce. Comment on sent ça et comment qu'est-ce qu'on arrive à mettre en place justement pour travailler avec des CEO, des cofondateurs qui bossent ensemble? Déjà, là, on vient de sortir une étude avec Choiseul sur la santé mentale des dirigeants. T'as 3 dirigeants sur 4 pour qui le sujet est encore tabou. Donc la première chose sur laquelle tu dois bosser, c'est juste de dire, c'est pas une faiblesse en fait la santé mentale. Tu vois, c'est le truc qui va faire que tu réussis ta boîte. C'est le truc qui va faire que tu vas réussir. Comme les sportifs, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait des partenariats avec des sportifs et des sportifs de haut niveau très tôt, pour montrer le lien entre santé mentale et performance. Donc, t'as fait une analogie directe. Direct. Parce que dans le sport, c'est reconnu que le mental, c'est ce qui fait. Exactement. Tu vois, quand on a lancé un podcast qui s'appelle les secrets du mental, on donne la parole à Antoine Dupont. Antoine Dupont, il me dit, je reproduis très très mal l'accent toulousain et je vais pas aller jusque là. Non, ça serait une honte pour lui. Mais il te dit, à 19 ans, j'ai une blessure très grave. J'ai failli arrêter ma carrière de rugbyman professionnel. T'imagines les conséquences. On m'a forcé à aller voir une psy. Aujourd'hui, je la vois depuis 6 ans. C'est la personne qui a quasiment le plus d'impact sur ma perf. Donc vraiment, première étape sur les dirigeants, c'est de transformer ce regard, en fait, de dire, c'est pas une faiblesse, c'est le truc qui va te faire que tu réussis le plus possible ta boîte, quoi. Ça, c'est la première étape. Derrière, c'est leur donner des tips très concrets qui s'intègrent ultra facilement dans un quotidien méga chargé. Et donc ça passe par plusieurs piliers. Le premier pilier qui est très 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 travaillé sur les dirigeants et les dirigeantes, c'est la routine. Comment en fait tu crées des routines? Tu me montrais ton téléphone tout à l'heure avec le sujet des bains froids. Comment tu crées la routine qui te convient sans rentrer dans les conseils un peu à l'américaine de te lever à 5h du mat et d'enchaîner de la méditation, de la lecture, de la gratitude, de je ne sais quoi. On fait un petit heads up à Ben Carrasco. Et après je me recouche à 8h. Non mais tu vois, juste on en parlait avant dans l'organisation du podcast. Moi, toutes mes semaines sont exactement organisées de la même manière. Et ça te donne un cadre qui va minimiser ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. C'est-à-dire, quand tu es dirigeant, tu prends énormément de décisions chaque jour. Donc, comment tu peux réduire les décisions insignifiantes? Quand tu dis tes semaines sont organisées pareil, parce que tu peux avoir des variables, mais c'est quoi, c'est des piliers?
J'ai des piliers, je me lève toujours à la même heure, je commence tous les jours le boulot à la même heure, je pars tous les jours du boulot. J'étais un peu chiant sur l'organisation. Alors, attends, on peut faire un petit zoom là-dessus, juste pour nos éditeurs. On enregistre à 23h parce qu'il termine toujours à 23h. C'est peut-être la première fois qu'on enregistre où il fait jour dehors, en cette période-là. Donc, raconte-nous un peu. Il doit aller une semaine à Ibiza tout seul chaque semaine, chaque mois. Non, tu vois, par exemple, toutes mes sessions de sport sont toujours dans l'agenda. En gros, je raisonne ma vie de façon très très globale. Tu vois, là où beaucoup de gens raisonnent en termes d'équilibre pro-perso, moi je déteste ce terme parce que c'est un peu une balance constamment instable. Tu te dis, vas-y, je mets un peu à droite, je mets un peu à gauche, je mets un peu à droite, je mets un peu à gauche. Moi j'aime beaucoup plus la notion d'harmonie. C'est très théorique ce que je suis en train de dire, mais c'est de se dire, en fait, j'ai pas mon pro, mon perso. En fait, j'ai juste moi. Et qu'est-ce qui est important dans ma vie? Bah, c'est très simple. Il y a 3 choses. Il y a mon boulot, ma famille et mes enfants, et le sport. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, bah, je mets tout ça dans mon agenda et toutes mes semaines sont exactement identiques. Et dans mon boulot, j'ai un temps commercial, un temps marketing, en fonction de mes responsabilités. Et même les temps famille, tu les mets dans l'agenda? Ouais, complètement. Ah oui, d'accord, ok, tu les bloques, oui. Et ta journée, donc tu pars à la même heure? Je pars tous les jours à la même heure, je me lève tous les jours à la même heure et bien sûr, j'ai des exceptions, tu vois. Quand t'as un gros DRH du CAC 40 qui te dit, bah tiens, j'aimerais bien prendre un verre avec toi, t'y vas et voilà, mais... Les DRH du CAC 40, c'est un de ses potes, hein, il faut pas le dire. Mais globalement, ouais, je pars du boulot tous les jours à 18h et 3 soirs par semaine, je me remets à bosser à 21h. Et le matin, c'est à quelle heure? Et le matin, je me lève à 6h15 et... À l'américaine? Non, à l'américaine, c'est 5h. Mais tu vois, ça me permet d'avoir un temps un peu pour moi avant de commencer ma journée familiale, entre guillemets, vers 7h. Le sport, c'est quoi, c'est midi et 2 alors? Le sport, c'est midi et 2 fois par semaine, et une fois le soir et 2 fois le week-end. Et tu te couches à quelle heure? Je me couche vers 22h, 22h30. 22h30, en gros, je me couche vers 22h30. Comme un mec. Bonne routine. Non, mais mec, c'est le temps qu'il travaille chaque jour, lui. Donc, si on récapitule quand même, les CEO, c'est pas un sujet tabou. Sachez que c'est même un élément clé de la réussite. Maintenant, c'est prouvé, c'est démontré. Avoir des routines et en fait enlever j'aime bien t'appeler ça comment, les décisions la fatigue décisionnelle, en fait, enlever le plus possible les décisions insignifiantes. Ouais. C'est vrai que c'est vrai qu'à y penser c'est fatigant. Tu prends trop de décisions dans la journée pour avoir c'est chimique en fait, chaque décision te coûte une dose d'énergie. Ouais, j'avais rencontré un patron qui me disait tous les matins je m'habille en noir et blanc parce que je suis sûr de pas me poser la question et ça me stresse de me dire qu'il va falloir que je m'habille. Ouais, c'est Zuckerberg pareil. C'est William Edlin qui est comme ça. Ouais. Qui est cette routine vestimentaire. Il s'habille toujours pareil. Toujours pareil. Parce que il a genre 15 pulls noirs. Ouais, c'est lui que je pensais. Ok. Donc ça joue. Et dans le temps, quand t'as des CEO qui doivent apprendre à vivre ensemble, en fait, ce qui est vrai, c'est c'est un peu comme un mariage. C'est-à-dire qu'en gros, t'évolues dans la vie et du coup, t'as des responsabilités qui sont différentes. Et c'est vrai que vivre avec quelqu'un au départ, quand t'as pas d'enfant, puis quand t'en as, ça change beaucoup de choses. Pour des dirigeants, c'est la même chose. En fait, ta boîte, elle évolue. Est-ce que t'accompagnes des dirigeants justement à passer différentes étapes parce que du coup la pression est pas la même, tu vois, tes niveaux d'expertise sont pas les mêmes. Comment on discute de ça et comment on partage ça? Alors, à titre perso, j'accompagne pas de dirigeants, c'est plus, nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner de façon globale des collaborateurs d'entreprise, donc tous les collaborateurs, y compris les dirigeants. Ouais. Après, bien sûr, vu qu'on travaille sur le sujet depuis longtemps, il y a beaucoup de dirigeants qui m'ont posé des questions sur la thématique. La métaphore que tu citais, elle est très bonne, c'est comme un couple. Avec tout ce que ça entretient, je mets juste de côté potentiellement le sujet de la sexualité, bien sûr. Mais la première étape, c'est vraiment de se dire pourquoi tu fais ça, en fait. Je vais donner un exemple avec Guillaume, qui est mon associé. Quand on crée Mocha, je me souviens, on était dans une boîte d'avant, on se met vraiment littéralement 24 heures dans une salle. Je pense qu'on a quand même dormi un peu. Et on se dit, mais juste le pourquoi tu crées ça. Est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est pour avoir du pouvoir? Est-ce que c'est pour avoir ta tête sur les échos? Est-ce que c'est pour, quand t'es sur ton lit de mort, être content de l'histoire que tu racontes à tes petits-enfants? Enfin, en gros, c'est quoi le vrai pourquoi? Et vraiment le pourquoi très profond. Et no bullshit, tu vois, c'est pas non mais j'ai un problème super important sur les solutions de paye en Europe, j'ai envie... Non. Le truc émotionnel. Le truc émotionnel, est-ce que c'est l'adrénaline? C'est quoi? Tu l'as trouvé le tien? Ouais, moi, il y a une notion très forte autour de l'exploration. C'est super important pour moi, en fait, chaque jour de me dire, ouais, en fait, je suis allé à un nouvel endroit, quoi. C'est une bonne question que tu poses. Et tu vois, c'est une question qui est super dure. Et ça, t'as partagé ça avec Guillaume très fortement au début. Ouais. Guillaume, c'est mon associé. Et du coup, vous étiez alignés? Non, on n'était pas nécessairement alignés. C'est quelque chose de très personnel. C'est très personnel, mais juste savoir ce pourquoi, derrière, ça a un impact business massif. Je vais donner un exemple.
Nous, on a créé cette boîte. Justement, moi, cette notion d'exploration, elle est très, très importante chez moi. Comment chaque jour tu deviens un meilleur dirigeant? Comment chaque jour tu apprends un nouveau... Tu vois, cette notion de se dire, ouais, en fait, je suis allé à un endroit que je connaissais pas, à la fois soit en moi, soit sur un autre sujet où ça me drive énormément. Et en fait, tu vois, très tôt, on est arrivé sur un sujet super sexy, on a eu des propositions d'acquisition. En fait, on les a... Tu vois, c'était même quasiment pas une question, parce qu'on savait que le critère financier était bien sûr important, je vais pas le cacher, mais n'arrivait pas dans les premières priorités. Et donc, ça te permet de prendre des décisions business beaucoup plus vite si t'es très clair sur ton pourquoi. Donc ça, c'est le premier. Et c'est exactement comme dans un couple, tu vois. Tu peux te poser des questions, est-ce qu'on va avoir des enfants ou pas d'enfants? Est-ce que machin... Enfin, tu vois, des questions assez structurantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a mis en place et qui est assez puissante, je trouve, aujourd'hui, ce qu'on appelle avec Guillaume les purges. Tous les mois, on se voit dans un cadre un peu non-business, un déj ou un truc comme ça. On se pose 2 questions. Qu'est-ce que sur le mois précédent, dans ce que tu as fait, m'a donné de l'énergie, m'a pris de l'énergie? Et tu vois, c'est une discussion vraiment à bâton rompu de se dire, t'as un espace en fait où tu peux dire à la personne, ok, bah vas-y, continue à fond ce truc-là, ou alors arrêtons ce truc-là. Et ça permet d'éviter les craquages en mode, je te dis le truc vraiment à chaud, de façon ultra violente, je monte dans les tours, etc. Donc ce rituel-là, pour nous, il a très très bien fonctionné. Vachement intéressant. Il n'y a pas d'ego, quoi. Non, c'est-à-dire que pendant le mois, Ouais. tu peux noter quelque chose. Tu te dis, tiens, je vais dormir dessus. Tu le notes, mais du coup, tu le purges à un moment, parce que sinon, le truc va se gangréner. Tu le purges ou tu prends des contre-mesures, peut-être? Que tu mets quelqu'un d'autre meilleur que toi pour faire ce truc-là. Exactement. Ouais, bon, en tout cas, t'en parles, du coup. Ouais. Du coup, t'adresses le point, et tu dis, bon, en Ouais. fait, il y a ça qui m'a gavé, Ouais. et comment on traite le sujet, quoi. Ouais. Ouais, c'est vachement bien. Et ce qui est marrant, c'est que tu dis, tu vois, naturellement, et ça, c'est un truc où on est très, très français, tu dis, il y a ça qui m'a gavé, mais il y a aussi ça que t'as fait qui est exceptionnel. Et ce truc-là, en fait, est vachement important parce que maintenant, Guillaume et moi, on se connaît, enfin, tu vois, je le connais comme ma femme, quoi. Et donc, t'as un espèce de truc C'était un de tes potes juste avant, Guillaume? Ouais. Ok. On était copains depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est vraiment un truc qui est super important, même dans ta gestion d'énergie au quotidien. Ça a 2 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que, vu que tu dors sur le problème, ça se trouve, le lendemain, le problème n'en est pas un. Donc, t'as même pas besoin d'en parler et tu perds pas de temps. Et le deuxième problème que ça résout, c'est que ça évite les non-dits. Tu sais, ce truc un peu gênant où en fait, tu vas faire la tape sur l'épaule au mec, tu dis, viens, on va déjeuner ensemble. T'as pas trop envie de le dire parce qu'en fait, ça va être chiant, tu vois. Enfin, tu te dis, bon, est-ce que vraiment c'est suffisamment important pour que j'y aille? Non, en fait, là, t'as un créneau. Quoi qu'il arrive, on le Parce que respecte. ça peut être lourd, des fois, d'annoncer. Ouais, ça peut être super lourd. Ça, c'est un super bon point, parce que je suis d'accord. Et t'entends, tu dis, allez, je vais pas pourrir, là, en plus, on est dans un bon Ouais, momentum, ouais. voilà. Et, Tu reviens aux routines. Hein. Comme t'as ta routine. Je crois qu'on va se faire quelques dash tous les deux. Ah, moi, j'ai des trucs à te dire, mon Juju. Et ça concerne la sexualité. Avec toi? Avec toi. Ok. Donc voilà, en gros, d'un point de vue collectif, les routines. Et le dernier truc pour lequel moi j'étais très très mauvais au départ et sur lequel j'ai beaucoup appris, c'est valoriser, c'est cliché ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, valoriser la différence de mode de travail de ton associé. Moi, et ça va paraître cocasse pour quelqu'un qui travaille sur la santé mentale, mais on a créé la boîte avec Guillaume, c'était le Covid. Pour moi, le Covid, il y avait même plus de jours de semaine ou de jours de week-end. En fait, t'étais confiné, donc on travaillait tout le temps, en fait. Enfin, moi, ma vision, c'était, t'es en train de lancer une boîte. Juste, c'est énormément d'énergie. Et en fait, Guillaume, il avait besoin de ce que moi, maintenant, j'ai en tant que routine très forte. Pour lui, c'était super important, par exemple, de respecter le sujet des jours fériés. Ce qui, moi, à l'époque, me paraissait absurde. Et en fait, c'est lui qui avait son rythme comme ça. Et à l'inverse, il peut travailler très tard le soir, ça ne pose pas de problème. Et donc, de se dire comment je vois beaucoup plus chez l'autre et dans la différence de l'autre une force qu'un truc qui me fait chier parce qu'il n'est pas comme moi, quoi. Intéressant. Ouais. T'as un... Enfin, comme t'es, je pense, assez clair sur ce que tu veux, tu auras peut-être la réponse, mais est-ce que c'est quoi ton next game, en fait? Le truc que tu te dis que tu veux accomplir, s'il y en a un, s'il y a une fin. On est dans un monde sans fin, mais qu'est-ce que tu imagines je vais pas quoter Orelsan, mais si grave. Mais n'empêche que pour moi la quête, elle ou le chemin, enfin le chemin il est tout aussi important que la quête. Il le dit pas comme ça, il le dit beaucoup mieux que moi, mais je vis un peu comme ça, tu vois, de se dire est-ce que chaque jour, bien sûr, il y a des jours où t'es pas en forme, ça te fait chier, etc. Mais est-ce que chaque jour tu te dis ok, ce truc-là m'apporte toujours autant de plaisir et est toujours aussi aligné avec mon pourquoi. Donc le endgame d'un point de vue business, il est effectivement assez clair, c'est de se dire comment demain 100% des gens sur la planète peuvent prendre soin de leur santé mentale de façon efficace. Alors qu'avant,
c'était pas le cas. Et donc ça, c'est un game à plusieurs dizaines d'années. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vraiment, enfin tu vois, quand je regarde derrière, c'est vraiment ça le truc qui nous rendrait fiers, c'est de se dire, avant qu'on existe, c'est un sujet qui était méga tabou, que personne ne considérait. Après Mocha, c'est un sujet qui est devenu normal et qui a juste rendu la vie des gens plus cool, quoi. Et petite parenthèse, est-ce qu'il y a des grosses différences à la fois culturelles et géographiques dans l'appréciation de cette thématique? Est-ce qu'on dit toujours, on parle du régime crétois dans la façon dont ils bouffent, dans les Japonais, dans la façon dont ils ont leur rituel, mais est-ce que justement c'est un sujet qui est assez émergent en France en tout cas, je connais pas. C'est quoi les autres pays justement? Comment ils sont aux États-Unis par rapport à ça? Ils sont peut-être beaucoup plus libérés. Et est-ce qu'il y a des pays où c'est déjà hyper avancé et où c'est beaucoup moins tabou? Il y a effectivement des différences massives. Elles sont liées, on peut réfléchir sur 3 piliers. Le premier, c'est le rapport que tu as à la médecine de façon transverse. Quand tu vas regarder dans les cultures asiatiques, par exemple, le rapport à la médecine préventive est beaucoup plus développé que dans des... Ouais, exactement. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui est en lien avec le système d'éducation. Quand tu regardes en Allemagne, le sujet de la psychologie est beaucoup plus répandu à l'école. C'est aussi le cas aux US. Et le dernier pilier, c'est un pilier culturel, mais donc plus transverse, qui vient intégrer, par exemple, le rapport à l'échec, le rapport à ce qui est considéré comme une faiblesse. C'est cliché, mais tu vois, aux US, quand t'es enfant et que t'es à l'école, tu lèves la main, la maîtresse, elle demande 1 plus 1, ça fait combien? Et il y a quelqu'un qui répond 3. Tout le monde l'applaudit. En mode bravo, t'as levé la main, c'est super, tu t'es planté. Je caricature un peu, mais c'est ça. En France, personne ne lève la main parce que si tu dis 1 plus 1 égale 3, tout le monde se fout de ta gueule. Et donc t'as un truc comme ça et t'as un truc aussi en lien avec l'éducation qui est, mais ça, c'est vraiment en train de changer. Mais même notre génération, quand t'étais gamin, pareil, cliché, mais on t'apprend à te brosser les dents 3 minutes par jour, à faire attention à gauche et à droite quand tu traverses la route. Le sujet des émotions, il était assez peu considéré. Tu vois, alors que moi aujourd'hui, j'ai une conviction très forte sur le fait que tu peux expliquer 100% des problèmes du monde à cause de la gestion des émotions. On peut citer plein d'exemples, tu vois, la violence conjugale, juste parce que les gens n'arrivent pas à gérer leur colère, en fait. Et t'en as plein d'autres des exemples comme ça. Donc ouais, c'est le sujet de l'éducation, il est vraiment important. Et après, pour répondre à ta question sur les différences, t'as des pays qui sont 10 fois plus matures, les US, le Brésil. Le Brésil, c'est extrême. On a quelques clients au Brésil. Le Brésil, c'est normal de raconter à la cantine avec tes collègues que t'es allé voir un psy pour parler de tes problèmes d'impuissance avec ta femme. C'est normal, en fait. Les US, c'est pas autant que ça, mais c'est devenu quasiment une mode ou quelque chose de cool d'avoir ton psy et d'en parler de façon... Ouais, c'est vrai que tu vas dans toutes les séries. Oui, voilà. Y a J'ai des mon séries... psy comme t'allais manger un McDo le midi. Ouais, t'as une grosse série sur, je sais plus comment elle s'appelle, mais sur les banquiers d'affaires qui ont une psy pour réussir leur deal, machin, etc. Donc ouais, et en France, ça reste, et dans les cultures latines de façon générale, Un peu tabou. ça reste un peu tabou et ça reste un peu, c'est en train de bouger, mais ça reste un peu, c'est faible, quoi. Ouais, hyper intéressant. J'ai lu un article d'ailleurs assez passionnant qui racontait qu'en Chine, t'allais pas voir ton médecin quand t'avais un problème, t'allais le voir tous les 6 mois et ton médecin, tu le payais pour éviter les problèmes. C'est-à-dire qu'il était payé pour éviter les problèmes, il était pas payé pour te diagnostiquer. Genre de la maintenance préventive. Ouais, mais je trouve que l'approche, elle est géniale. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'en France, tu te dis, malheureusement, un médecin, il gagne plus t'es malade, plus il gagne. Et en fait, paradoxalement, les Chinois, ils font l'inverse, quoi. Médecine préventive, je viens là, toute la famille y passe et on fait un check-up tous les 6 mois et mon but, c'est que t'ailles bien, quoi. Mais tu sais, là-dessus, il y a une métaphore que je trouve super parlante, c'est, en gros, aujourd'hui, en France, tu prends plus soin de ta bagnole que ta santé mentale. Quand t'as des petits voyants qui s'allument sur ton compteur, tu flippes, tu vois, t'es en mode, oh putain, c'est quoi ce truc? Tu t'arrêtes, tu regardes tout ton capot, machin. T'as une révision une fois de temps en temps, tous les ans, ou un truc comme ça. T'as un contrôle technique tous les 4 ans, en fait, c'est obligatoire. Bah là, tu vois, sur le corps, quand t'as des petits signaux qui s'allument, genre t'as mal au dos, t'as mal au bide, tu dors mal la nuit, c'est pas grave, ça ira mieux la semaine prochaine. Alors que non, en fait, c'est des signaux, quoi. Ouais, mais justement, ça me fait penser à une question qu'on a moins abordée. La plupart des gens, quand tu leur demandes si elles sont en burn-out, ils disent non, je suis pas en burn-out. Alors que tu sens que les mecs sont cramés, mais on sait pas ce que c'est où la limite. C'est quoi les signes avant-coureurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la personne tu vois, avant qu'elle se rende compte qu'elle est vraiment en burn-out, il y a une marge et ouais, il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus et pour le coup, les critères, ils sont extrêmement clairs et posés. Là, c'est plus un sujet d'éducation, que tout le monde les connaisse. Mais tu vois, si on les liste un peu dans le désordre, le premier, effectivement, c'est la capacité à dormir correctement. Le deuxième, c'est en lien avec l'appétit. Tu vois, il y a très souvent des pertes d'appétit quand t'es au bord du burn-out. Le troisième, c'est tout ce qui va être en lien avec les maux de dos et les maux de ventre.
Et les maux de ventre, pareil, c'est explicable de façon très très simple. En fait, le burn-out, comme n'importe quelle problématique mentale, c'est avant tout un sujet qui est chimique, donc qui est lié à un système hormonal. Et le ventre, en fait, c'est le deuxième créateur de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, si on fait de façon très simple. Et donc, pourquoi c'est impacté ? C'est impacté parce qu'en fait... quand ça se dérègle, quoi. Exactement, ça se dérègle. Donc, c'est le troisième critère qu'on vient observer. Et après, t'as beaucoup de critères. Typiquement, est-ce que tu vois les choses de façon plus positive ou plus négative ? Mais quand t'es manager, il y a un truc que tu peux observer de façon très simple. Quelqu'un qui se met à plus râler que d'habitude. Tu vois, qui arrive en disant « Ouais, c'est dur. Ouais, j'ai raté, mais... » Ou tu vois, de plus en plus... Et ça... À fleur de peau, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Donc, c'est tous ces signaux faibles où il faut avoir cette capacité de dire, bah, ok, vas-y, prends un jour, en fait. Prends un break. Ou utilise Mocacare. Je veux pas faire de la pub, mais effectivement. Ouais, tu l'as dit, c'est bien. C'est bon, c'est placé. Et je résume. Je le pense vraiment. Vas-y. Je vais essayer de résumer un peu les différents points que tu as exprimés. Il y en a beaucoup qui sont hyper intéressants. Alors, c'est pas vraiment un point de scale, mais je trouve que c'est cool d'avoir rendu sexy quelque chose qui ne l'est pas. Ou qui est dur à expliquer, en tout cas, qui est pas concret, quoi. Santé mentale, c'est pas cool et un peu abstrait, quoi. Je trouve que tu l'as hyper bien vulgarisé et ça, c'est un vrai enjeu. J'aime bien aussi comment tu as lié cet univers-là qui est pas très concret quand tu vois, t'arrives pas à visualiser ce que c'est la santé mentale à des indicateurs assez clairs. Enfin, t'arrives bien à les rapprocher, quoi. Et à l'expliquer simplement. Enfin, je trouve que moi, j'ai compris en 40 minutes ce que ça voulait dire de la santé mentale. Tu l'as très bien vulgarisé. J'ai bien aimé l'approche, on en parle souvent, mais je reviens là-dessus, sur la marque. Mais toi, tu l'as pas dit, je vais faire une marque cool, je vais donner une légitimité extrêmement forte et très rapidement. Tu t'es hyper bien entouré d'une communauté, comme tu l'as dit. Et je pense que, pour terminer, c'est cette notion d'harmonie. C'est vrai qu'on n'en parle pas, t'avais raison, hein. De s'écouter quand t'es un CEO, le scale, c'est pas uniquement une orga, des RH et bien vendre, c'est aussi savoir s'écouter. J'aime bien ton analogie à la fin sur la bagnole. Si tu commences à avoir des signaux orange, voire rouge, il faut le savoir, quoi. Il faut t'écouter. Sur ce dernier pilier, j'irais même un cran plus loin. C'est pas juste s'écouter, en fait, c'est avoir une approche ultra proactive. Oui, c'est ça. C'est pas juste attendre que le signal il s'allume, c'est de se dire exactement, tu vois, tu vas voir ton médecin tous les 6 mois parce qu'il y a pas de signaux qui s'allument et de le voir comme tu vois, des exercices ultra simples. La respiration. En Europe, on en parle assez peu. Ouais, c'est vrai que la méditation, ça devient la mode. C'est un truc qui est automatique. La méditation, ça vient un peu à la mode, mais la respiration, ultra simple par rapport à la méditation. T'as un exercice qui est très simple. T'inspires 5 secondes, t'expires 5 secondes. Tu fais ça avant une réunion commerciale. Tu fais ça avant un meeting très important. Bah, je peux te dire que tu seras 10 fois plus impactant. T'as entendu, Juju ? Et je respire toujours avant mon intro. Hein. Bravo. Voilà. Et voilà. C'est ça le secret. Si on veut découvrir tous ces tips très concrets et très opérationnels, on peut aller où ? Tu peux aller sur moka.care. D'accord, faut s'abonner alors. Tu peux venir nous parler. Il y a aussi un truc qui est complètement gratuit sur l'ensemble des plateformes d'écoute, qui est un podcast qu'on a lancé qui maintenant, en moins d'un an, il y a un peu plus de 700 000 écoutes et on est dans le top 10. Là, on vient de sortir dans le top 10 des recos Apple Podcast, qui s'appelle Les Secrets du Mental. Et donc, qui est fait par Guillaume, mon associé, et qui interviewe des sportifs et sportifs de haut niveau qui partagent un peu leurs secrets. On peut partager en tout sur cas, Spotify, sur Apple Podcast, les sur secrets Deezer. du mental. Exactement. Super. Je te laisse les 2 questions de fin. Oui, qu'est-ce que tu recommanderais comme livre, peut-être dans la thématique d'ailleurs, pour quelqu'un qui voudrait commencer à s'intéresser au sujet ? C'est une super question. J'en lis énormément, donc c'est dur d'en isoler un. Mais je trouve beaucoup d'idées très intéressantes dans les bouquins de Charles Pépin. Notamment Les Vertus de l'échec. C'est un bouquin qui m'a beaucoup parlé parce que ça transforme justement cette vision de... Tu vois, nous, comme tu le disais, on a transformé un truc qui était une faiblesse en une force. C'est ce qui fait en fait avec l'échec, où tu te dis en fait l'échec, pour la majorité des gens, c'est chiant, quoi. Alors qu'en fait, ça peut être très 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 puissant. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et il a écrit plein de bouquins qui sont cool, La Rencontre, etc. Donc moi, je regarde beaucoup là-dedans. Charles Pépin. Et est-ce que tu as une personne que tu pourrais nous recommander d'inviter, que tu peux appeler en sortant sur ton chemin du retour là ? Entrepreneur ? Ouais, un entrepreneur ou un expert incroyable, où tu te dis, il faut vraiment que vous lui parliez. Ouais, pareil, il y en a plein, c'est dur d'en peut être plusieurs, on peut organiser plusieurs rendez-vous. Dans les sportifs et sportives, honnêtement, je trouve quelqu'un qui est assez expert maintenant, à la fois sport et business, c'est Blaise Matuidi. Si tu veux, on peut essayer de le faire venir. C'est vraiment pour moi quelqu'un il a investi chez Moka dans le cadre d'un fonds qui s'appelle Origins. Et je vais pas le cacher, au début,
je me disais, mais attends, c'est juste une démarche financière de reconversion pour lui. Et voilà, il a gagné de l'argent avec le foot et il l'a réinvesti. Ce qui est plutôt intelligent déjà. Ce qui est plutôt intelligent. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Honnêtement, c'est un très très bon entrepreneur. Donc je pense que ça serait intéressant de lui parler. Tu sais comment s'appelle mon fils? Et voilà. Si on peut, je serais content. Non, c'est très très bonne idée. Et ça avait un lien avec lui? Bah, évidemment. Super. Trop cool. Bah, merci. Écoute, c'était génial de t'avoir. Regardez l'horaire. On a respecté l'horaire au poil. Ouais. Si vous avez aimé l'épisode, surtout commentez-le sur votre plateforme préférée, mettez 5 étoiles, ça nous aide à propulser le podcast encore plus haut. Et, allez chez Mocaca. Et allez chez Mocaca. Bravo. Merci beaucoup.